Bonjour tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Je m'appelle David Gazelle. Je suis le directeur des services aux membres et de l'apprentissage à Orchestre Canada. Et j'utilise le pronom il. Je suis un homme blanc aux cheveux bruns et mon arrière-plan est flou. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle David Gazaille et je suis le directeur des services aux membres et de l'apprentissage à Donc on Orchestre répète en Canada et français. j'utilise le pronom il. Je suis un homme blanc aux cheveux bruns et mon arrière-plan est flou. This meeting is Cette rencontre est enregistrée. La séance d'aujourd'hui sera présentée en anglais, mais nous sommes heureux d'offrir l'interprétation en direct en français ainsi que l'interprétation pour le langage des signes américain et la La langue des réunion signes est du enregistrée Québec. et la séance d'aujourd'hui sera présentée en anglais, mais nous sommes heureux d'offrir l'interprétation en direct en français ainsi que l'interprétation pour l'American Sign Language et la langue des signes du Québec. If you would like to hear the presentation in French, I recommend you Si vous click the souhaitez entendre la présentation en français, cliquez sur le bouton d'interprétation au bas de votre écran et cliquez français. Nous allons partager des étangs aux présentations, des liens aux présentations afin de suivre souhaitez dans la langue de entendre votre la choix. présentation en français, je vous recommande de cliquer sur le bouton Interprétation au bas de votre écran et de choisir la version française. Nous partagerons les liens vers la présentation traduite en français dans le clavardoir au fur et à mesure afin que vous puissiez suivre dans la langue de votre choix. A few notes on ASL LSQ interpretation during the Quelques webinar. notes sur l'interprétation à CLLSQ. Donc, assurez-vous que le paramètre vue des enceintes est activé. Veuillez noter que les interprètes à CLLSQ changeront de co-interprète de temps en temps en allumant et éteignant la caméra. Vous pouvez déplacer les boîtes vidéo pour repositionner les interprètes afin d'obtenir une meilleure vue. Pour ce faire, cliquez et donc, en cliquant sur la souris, gardez le bouton enfoncé, faites glisser la boîte vidéo de l'interprète à l'endroit qui vous convient le mieux. Donc, utilisation du sous-titrage dans le bas de la fenêtre Zoom, trouvez le bouton Transcription en direct, cliquez sur le bouton fléché vers le haut à côté du bouton Live Transcription, puis cliquez sur Show Subtitle pour commencer à afficher les sous-titres en direct. Pour masquer le sous-titre en direct, cliquez sur la flèche vers le haut à côté du bouton Transcription en direct, puis cliquez sur le masquer les sous-titres. Si vous ne voyez pas la flèche, essayez de cliquer simplement sur le bouton Live Transcript pour voir si l'option Show Hide apparaît. Si vous avez des problèmes avec Zoom, nous vous avons envoyé par email et mis dans le chat un lien vers un flux YouTube. Ce flux sera uniquement en anglais. Nous surveillerons également le chat de cet endroit. Orchestre Canada est une organisation virtuelle et nous travaillons d'où que nous soyons. Je travaille à Kingston, Ontario, sur les théâtres traditionnels des Anishinaabe, Haudenosaunee et les Huron-Wendat. Je reconnais l'importance de ce territoire pour les peuples autochtones qui ont vécu et qui continuent d'y vivre. Des gens dont les pratiques et les spiritualités étaient liées à la terre et qui continuent à se développer en relation avec le territoire et ses autres habitants à ce jour. Donc, je vais passer le microphone à Catherine Carlton, directrice générale. Merci, David. C'est fantastique d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, aussi perturbante qu'a été la pandémie pour tant de personnes, elle a également stimulé la collaboration, la créativité et la générosité. Ce webinaire et celui qui l'a précédé la semaine dernière incarnent ces qualités et je tiens à remercier quelques personnes. D'abord, les organismes de services aux arts partenaires qui ont convenu qu'il était impératif d'avoir un meilleur accès aux données sur les publics. Ils ont pris l'initiative d'organiser ces webinaires et de financer conjointement les coûts d'interprétation. Je remercie sincèrement l'Association for Opera in Canada, Business and Arts, l'Assemblée canadienne de la danse, Capacoa, Choral Canada, l'Association professionnelle des théâtres canadiens, le Regroupement québécois de la danse, la Toronto Alliance for Performing Arts et toute l'équipe d'Orchestre Canada. Je voudrais
Donc aussi, je voudrais remercier les bailleurs de fonds publics et privés qui ont investi dans la recherche et analyse de haute qualité et qui se sont également engagés à faire en sorte que les résultats de la recherche soient largement disponibles. Donc, Arts Council England pour son soutien à l'Audience Agency, le Conseil des arts de l'Ontario pour son soutien à l'édition ontarienne du Audience Outlook Monitor et les visionnaires coordonnés par Business and Arts qui ont investi dans le Audience Response Tracking Survey, le Centre national des arts, David Binal, Christine Armstrong et Irfan YG. Merci à tous et toutes. Enfin, j'aimerais présenter et remercier l'hôte d'aujourd'hui, le Dr Taiwo Afalolmi, titulaire de la chaire de recherche du Canada en théâtre engagé, directeur du Centre for Socially Engaged Theatre et professeur adjoint à l'Université de Regina, ainsi que nos présentateurs Alan Brown, directeur général Wolf Brown, Emily Bossard, groupe de recherche Nanos, et Élise Boileau et Olivier Mantel de Audience Agency. Donc, merci à vous tous et toutes et à vous, Taiwo. Merci beaucoup, Catherine. C'est une occasion, une opportunité, une notion et d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Taiwo Tafsi. Je suis directeur donc recherche en théâtre, territoire 34, terre des Nakota, Anishinaabe Dakota et des Métis. C'est un privilège d'avoir cette conversation aujourd'hui et j'espère que nous aurons tous passé un excellent moment à discuter qu'est-ce qui est de très important à nous, qui nous importe autour du public. Dans les arts du public au Canada, que disent les gens? Donc, ce qui est central à l'art et les autres, c'est le spectacle, de la programmation, la pertinence des arts, se concentrer sur le divertissement et toute la façon que nous présentons, la façon que nous comprenons le comportement, comment nous évaluons l'impact qu'il affecte sur la billetterie. Donc, il faut réfléchir à tout en termes de l'histoire. Donc, nos panélistes aujourd'hui présenteront les recherches qu'ils ont faites et nous offriront des connaissances sur leur comportement, particulièrement après la pandémie. Les présentateurs, conférenciers, conférencières, présenteront les données effectuées. Et pour lancer le bal, si on veut, on va se poser des questions basées sur cette recherche qu'ils vont partager avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que le public nous dit, que ce soit sur la programmation, les changements dans le comportement et sur la culture des histoires du théâtre et toutes ces choses que nous puissions voir. Donc, ce qui ressort de cette recherche et qu'est-ce qu'on en peut en tirer. Donc, sentez-vous à l'aise d'indiquer vos questions dans la zone chat. Chaque conférencier aura 5 minutes pour leur présentation. Ensuite, nous allons ouvrir la conversation, si on veut, pour répondre à vos questions. Donc, nous allons commencer notre conférence aujourd'hui avec Olivier et Élise. J'espère que j'ai bien prononcé mon nom. Et ils vont présenter une présentation, donc, les publics d'activités culturelles maintenant, de Audience Finder. Ils viennent de l'agence Audience Agency. Ensuite, nous allons passer à la culture, les amateurs de culture, qui sont 3 fois plus portés à dire qu'en 2022, comparativement à 2021, ils ont l'intention de dépenser plus plutôt que moins. Et ça sera une présentation de la recherche Nanos. Et finalement, nous allons passer à la présentation des arts du Canada, ce que dit le public. Après ces présentations,
Nous allons passer à la foire aux questions. Et nous avons cette question. Donc, à vous, Olivier et Élise. Super, merci. Donc, si vous m'entendez bien, je suis Olivier de l'agence. Ma collègue Élise est avec moi. Donc, nous allons prendre partie de la foire aux questions. Donc, ce que nous faisons, c'est d'essayer de résumer, comme tout le monde ici. Donc, je vais présenter deux genres d'informations. Donc, d'un côté, d'utiliser le moniteur de ce qu'on appelle le Cultural Participation Monitor. Donc, c'est un sondage national que nous avons lancé depuis octobre 2020. Et l'objectif de ce sondage est de vous donner une idée de ce que les agences font, à quoi qu'ils pensent, et nous donner un contexte sur l'engagement. Donc, c'est un sondage sur toute la population. Et nous avons aussi des informations basées sur les transactions, donc ce qu'on appelle le Audience Finder. Donc, c'est énorme. C'est 680 organisations au Royaume-Uni qui nous donnent des données sur les billetteries. Et on regarde différentes cohortes, donc de 100. Donc, on a une base très constante partout. Donc, on peut regarder les changements dans le comportement de l'auditoire avant la. Je suis désolé, son son n'est pas très adéquat pour l'interprétation. L'autre chose auquel je vais faire référence à l'occasion, c'est la segmentation de la population. Je n'irai pas trop en détail. Je vais mentionner différents segments, mais essentiellement, ça divise la population en 10 groupes, dont 3 plus généralement sont engagés dans la culture. D'autres sont moyennement engagés et 4 groupes sont pleinement engagés dans la culture. Donc, depuis la pandémie, on voit le comportement qui a différé dans les différents groupes. Donc, qu'est-ce que nous avons découvert? Donc, pour bien conter l'histoire, si on veut, il y a une phrase, j'ai quelque chose à partager avec vous. Donc, voilà. Ce que nous avons découvert, certainement, la COVID a baissé, il y a une baisse d'engagement consécutive à la COVID. Et ça c'était dans différents groupes de personnes. Alors, comme nous avons vu, pendant la COVID, lorsqu'il y avait une fenêtre de temps que les gens pouvaient se ressortir, si on veut, nous avons vu, donc, dépendant une hausse dans des activités, que ce soit des jeunes groupes, et des gens qui n'avaient pas d'handicap ou de problèmes de santé. Inversement, nous avons vu une réduction dans certains groupes, donc les aînés, les célibataires ruraux et personnes handicapées. Donc, une participation en baisse de ces groupes. Et ça a eu un impact, ça peut avoir un impact à long terme sur certains groupes, certains secteurs. Et les choses ont changé et à partir de l'automne dernier, nous avons vu une augmentation continue, mais lente. Donc, les gens sont plus heureux de participer. Donc, on a vu où on a pu faire un suivi des ventes et nous avons une tendance très claire vers le haut. Ça change un peu pendant Noël dernier, lorsqu'on avait la variante Omicron qui est sortie, mais en termes généraux, on a commencé à voir les niveaux, si on veut, de participation s'approcher aux chiffres précédents. Donc, ce que nous avons vu, c'est une grande volatilité dans la participation des gens, des particuliers.
Donc, il y a beaucoup d'organisations qui sont à l'extérieur de leurs limites, si on veut. Il y a certaines tendances, mais souvent, je disais, donc, c'est donc, évidemment, maintenant, en plus, nous avons le coût sur l'hausse dans la vie, coût de la vie. Donc, dans l'aspect du moniteur de participation, septembre, octobre, une grande portion de la population du Royaume-Uni ont dit qu'ils s'inquiétaient sur la crise du coût de la vie et son impact sur leur santé. Bon nombre de gens se disaient sont inquiets et qu'importe, ils étaient pour sortir moins souvent, ils étaient pour avoir moins d'activités sociales, ils étaient pour couper leurs dépenses. Et la culture était un de ces secteurs dans lesquels on couperait les prix, les sorties ou les dépenses. On a vu, évidemment, au début de la COVID, il y avait des différences en termes d'affluence dans la société. Et pendant la COVID, c'était souvent les gens les plus vulnérables qui étaient les plus impactés. Mais lorsqu'on a dépassé le confinement, lorsqu'on avait terminé le confinement, mais on a vu qu'environ 40 des gens disent qu'ils se sentaient plus mal en point. Et ensuite, il y a eu la crise financière. Ça a frappé le même genre de gens qui étaient affectés. Et aussi, vous savez, avec les taux d'intérêt et tout ça, ça affecte beaucoup les familles. Donc, ce qu'on voit, c'est que les plus jeunes, les familles, ceux dans les zones urbaines, en général, sont plus affectés par le coût de la vie. Et les gens disent, oui, ils vont dépenser moins, mais ils vont peut-être aller moins souvent. C'est facile de couper dans la fréquence et ça a toutes sortes d'implications pour ce qui va se passer pour nous dans le monde de la culture. Et donc, les gens parlent aussi de voyager plus localement à cause des coûts du carburant en partie. Mais l'élément clé ici, c'est que ça semble cibler, ça semble affecter les gens qui revenaient. Donc, on a des gens qui ont été affectés par la COVID et l'autre moitié est affectée par le coût de la vie. Donc, finalement, pour vous montrer le résumé. Alors, encore une fois, en haut, c'est orange, moyen, c'est en jaune, ceux qui sont moins affectés sont bleus. Et on peut voir les groupes qui étaient au-dessus de la ligne. Alors, il y a certains groupes qui sont retournés à des niveaux pré-COVID de fréquentation et ceux qui sont le plus affectés par le coût de la vie, ce sont ces groupes qui sont au-dessus de la ligne. Et ces trois groupes, il y avait des grandes proportions de familles. Donc, le public de famille revient. Ils ont été affectés par le coût de la vie. Alors, ça, c'est l'image qu'on voit et ce sont les défis que nous voyons. Et je suis certain qu'on va parler des implications dans quelques moments. Donc, c'est tout pour nous. Et donc, je pense que maintenant, on va passer la parole de la recherche avec un point de vue canadien. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Perfect. So hopefully everyone Parfait. can. Donc, j'espère que tout le monde peut voir mon écran, que vous m'entendez clairement. Donc, je suis Emily et je travaille pour Nanos Research et je suis très heureuse de vous présenter les résultats de notre sondage aujourd'hui. Donc, les résultats sont de notre sondage le plus récent, fait du 30 septembre au 3 octobre. Et il y a eu environ 1000 Canadiens qui ont participé. Alors maintenant, je vais vous parler de ce qu'on considère comme des culture goals. Donc, de cet échantillon de 1000 personnes, je vais vous parler de ceux qui ont dit qu'ils sont allés à une activité à l'intérieur ou à l'extérieur avant la pandémie. Et on parle d'environ 820.
de ces 1000 Canadiens qui sont des consommateurs de culture et le sondage a été fait par nous en collaboration avec Business in the Arts et le Centre national des arts. Donc, commençons avec l'échéancier ou le délai prévu pour le retour aux événements artistiques et culturels. Comme on peut voir, plus de la moitié des consommateurs de culture disent qu'ils sont retournés aux arts depuis la pandémie. Donc, 57 pour les spectacles en salle, 64 pour l'extérieur, 56 pour les musées et galeries. Donc, on a vu une plus grande augmentation pour les performances à l'extérieur. Comme on peut voir, ça a presque doublé de mai à octobre et on peut s'y attendre avec des spectacles à l'extérieur en saison estivale et il y a environ plus d'une personne sur 10 qui disent qu'ils vont attendre avant de retourner. Ils ont une date, que ce soit dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, mais ils ont une date où ils s'attendent de retourner au spectacle. Et ensuite, il y a environ un quart d'entre eux, donc 24 des consommateurs de la culture qui ne sont pas certains lorsqu'ils vont retourner. Et finalement, on a remarqué une différence avec les jeunes amateurs de culture, donc ils étaient plus susceptibles d'être retournés à tous les spectacles, surtout ceux en plein air. On peut voir 76 des jeunes amateurs de culture, donc des 18 à 34 ans, ont dit qu'ils sont retournés au spectacle en plein air. Alors maintenant, quelles sont les précautions que ça nous prend pour se sentir à l'aise pour aller à un spectacle à l'intérieur ou à un musée ou une galerie? Donc, on peut voir que la précaution que ça nous prend pour être à l'aise, c'est les masques. Alors, surtout pour ceux qui veulent attendre ou qui ne sont pas certains quand ils vont retourner aux salles de spectacle, on peut voir que le masque, c'est la principale précaution à prendre. Et une personne sur 10, on a des précautions comme le désinfectant pour les mains, plus petite capacité, distanciation sociale, et tout le monde est vacciné. Ça a été mentionné par les amateurs de culture. Et ensuite, on a plus d'un tiers d'entre eux qui sont déjà retournés ou ceux qui veulent attendre, en fait, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de mesures en particulier pour se sentir à l'aise. Ils sont à l'aise de retourner tels quels et ils ont mentionné que ça ne leur prenait pas des précautions spécifiques pour se sentir à l'aise. Lorsqu'on parle de motivateurs, on a posé cette question pour les gens qui ne sont pas retournés aux arts depuis la pandémie. Et on peut voir que les plus grands motivateurs, ce serait quelque chose d'intéressant ou d'amusant. 4 personnes sur 10 ont dit que ça les motiverait à retourner aux arts. Et c'est une augmentation de 7 si on compare ça à un sondage qu'on a fait en mai 2022. Et ensuite, il y a environ une personne sur 10 qui a dit des événements pré-réduits. Une personne sur 10 qui dit qu'il n'y a rien qui va les motiver. Ils ne sont pas intéressés ou ils ne participeraient pas. Et finalement, une personne sur 10 ou 7 ont dit des masques obligatoires. On a vu une diminution de 10 points lorsqu'on a comparé ça aux 17 qu'on a vu en mai 2022. Donc, quelque chose d'intéressant et d'amusant. Et ça, c'est le principal facteur qui motiverait la participation à des événements artistiques. On a aussi posé des questions concernant les dons pour la culture et les arts. Commençons avec les dons. On peut voir que la quantité ou l'argent qu'ils comptent donner, c'est à peu près la même chose en 2022 qu'en 2021. Donc, environ 140 $, c'est ce qu'ils s'attendent à donner en moyenne. Et la proportion qu'ils disent qu'ils vont donner est aussi stable. Alors, 30 en 2021 et 31 en 2022. Donc, très semblable pour les 2 années. Lorsqu'on leur a parlé des dépenses pour aller à une performance, une présentation, on leur demandait s'ils allaient dépenser plus, moins ou la même chose, on peut voir que les gens, c'est à peu près la même chose. Donc, 4 sur 10, ils disent qu'ils vont dépenser à peu près la même chose pour des présentations à l'agriculture, environ 3 sur 10
veulent dépenser plus et 1 sur 10 pense dépenser moins. Donc, ce qu'on peut dire de tout cela, c'est qu'ils sont plus susceptibles de dire qu'ils vont plus dépenser plutôt que moins en 2022 qu'ils l'ont fait en 2021. Et si on ajoute la même ou plus, on a environ la moitié des gens qui disent qu'ils vont dépenser à peu près le même montant, sinon plus, en 2022. Et finalement, on a posé une question sur les préférences d'achat de billets. Donc, combien à l'avance ils préfèrent acheter les billets? Et on a demandé, avant la pandémie, qu'est-ce qu'ils préféraient et actuellement, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Et on peut voir qu'avant la pandémie, il y avait plus d'un tiers de personnes qui préféraient acheter jusqu'à 6 mois à l'avance et environ 3 sur 10, c'était 1 mois à l'avance. Et l'achat de billets, au moins 1 mois à l'avance, c'était l'option préférée pour les amateurs de culture et une minorité préférait dans la semaine à venir ou dernière minute. Lorsqu'on compare ça aux chiffres pour les préférences actuelles, on peut voir une diminution de 37 à 28 pour ceux qui préféraient acheter jusqu'à 6 mois à l'avance et une petite augmentation pour ceux qui disaient qu'ils préféraient acheter dans la semaine à venir ou dernière minute. Donc, on peut voir un changement entre l'après-pandémie et actuellement. Alors, avant la pandémie, ils voulaient acheter les billets bien à l'avance et maintenant, ils préfèrent toujours acheter à l'avance, mais il y a une petite diminution et une petite augmentation pour les gens qui préfèrent acheter dans la semaine à venir ou dernière minute. Et on a aussi vu une différence pour les résidents du Québec. Les résidents du Québec étaient plus susceptibles de dire qu'ils préfèrent acheter les billets bien à l'avance avant la pandémie. Donc, ils étaient à 49 avant la pandémie, jusqu'à 6 mois à l'avance, et comparativement aux 37 pour les amateurs de culture en général. Et même actuellement, les Québécois sont plus susceptibles de préférer d'acheter jusqu'à 6 mois à l'avance. Donc, en général, les résidents du Québec préfèrent acheter des billets bien à l'avance et plus que les amateurs de culture en général. Finalement, pour terminer, il y a plus de la moitié des amateurs de culture qui sont retournés aux arts et à la culture, mais environ un quart d'entre eux qui ne sont pas certains quand est-ce qu'ils vont. Ils ne sont pas certains quand est-ce qu'ils vont retourner en salle de spectacle. Les masques, c'est la précaution principale pour les gens qui sont prêts à attendre avant de retourner pour qu'ils soient à l'aise. Et ceux qui ne sont pas retournés encore, l'élément qui les motiverait, ce serait quelque chose qui est intéressant et amusant pour eux. Donc, merci beaucoup. Thank you, Emily. Merci, Emily. Et Oliver, pour votre très belle présentation. Je suis Alan Brown de Wolf Brown et je suis de Detroit au Michigan, où j'habite. Et je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité de vous adresser la parole aujourd'hui pour regarder toute la recherche qui a été faite au cours des 2 années et demie passées et d'essayer de faire du sens de où on en est dans cette ère compliquée et de vraiment se tourner vers l'avenir et nous poser la question, où est-ce qu'on va à partir de maintenant? Donc, j'ai quelques graphiques pour vous, mais je vais avoir une vue d'ensemble, qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'on va se retrouver à l'avenir. Donc, Boran, la prochaine planche, s'il vous plaît. Je fais l'étude COVID-19 sur les perspectives d'audience depuis 2 ans maintenant. Nous avons commencé en mai 2020, en fait, et à tous les mois, on a déployé des sondages auprès des acheteurs de billets par l'intermédiaire des organisations artistiques participantes. À un moment donné, on avait plus de 650 organisations qui participaient aux États-Unis avec le Ontario Arts Council, APAC, Professional Association of Canadian Theatres. Et je veux remercier nos partenaires canadiens. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez participé dans ces cohortes. Croyez-le ou non, on déploie cette dernière vague de sondage au mois de décembre. Donc, j'ai des données de la semaine passée, en fait, mais c'était
une étude différente. On n'a jamais fait ce genre d'étude dans le passé et on a compris qu'on devait le faire. Je vais vous montrer deux graphiques. Prochaine planche. C'est une question que je me demandais aux gens à quel point ils seraient à l'aise de participer aux différents types de salles. Donc, le vert plus foncé, c'est à l'extérieur, un concert à l'extérieur, et la ligne plus basse est une salle de concert. Évidemment, ça change en tandem. On peut voir les changements entre l'intérieur et l'extérieur. Si nous suit, nous regardons la dernière année et demie de données. On peut voir Delta, on peut voir Omicron, la variante post-Omicron. Et nous avons une tendance vers la hausse ce mois-ci, mais le confort, le niveau de confort n'est jamais revenu au niveau très confortable ou très à l'aise. Et ce n'est qu'un indicateur qu'à long terme, on sort un peu de la pandémie et c'est pas tout le monde qui se sent à l'aise. Prochaine planche. Et c'est simplement une question que nous posons depuis les dernières années, c'est quand pensez-vous de recommencer à assister? Et évidemment, avec le temps, il faut changer les mois parce que le temps avance. On peut voir, si on regarde les colonnes marron-brun, si on veut, avec sur une séance de temps. Et si on regarde le mois de février l'an dernier, la majorité des gens ne sortaient pas, si on veut. Et ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré de façon significative environ un an. Et ça a pris donc une diminution au mois de janvier cette année, Omicron. Les choses sont améliorées, sont empirées. Et maintenant, on est rendu que 17% des gens ne sont toujours pas prêts à sortir ou à participer ou à être présents dans les salles de spectacle. Je ne m'attendrai jamais que quelqu'un dise qu'ils sont tous prêts à sortir, si on veut, mais nous, ce que nous constatons, c'est un groupe régulier, constant, si on veut, de petits groupes de gens qui sont toujours pas à l'aise de sortir. Et les 83% de gens qui sortent, si on veut, ça n'exprime pas la fréquence à laquelle ils sortent. Et ce que, comme les autres conférenciers démontrent, c'est que cette fréquence n'est pas au même niveau qu'avant. Alors, prochaine planche. Alors, je veux réviser avec vous un peu quels sont tous les facteurs confluents qui contribuent à ce que nous voyons maintenant. Et je vais établir une préface. Je crois que c'est dangereux de faire des généralisations au sujet de tous les organismes d'art. Les résultats varieront selon le marché. Ceux d'entre vous qui sont dans des centres urbains plus larges avaient peut-être une expérience différente de ceux dans des plus petites villes ou des plus petites communautés. Et je pense que les résultats varient selon la discipline à un certain point. Mais ce que nous voyons aux États-Unis, c'est que les ventes sont en baisse d'entre 20 à 40 comparativement au niveau pré-pandémie. Les chiffres en Scandinavie, c'est 33 %. J'ignore c'est quoi les chiffres au Canada. Je crois que ça varie et ça varie certainement d'un programme à l'autre. Mais nous savons de nos données que les personnes plus âgées sont plus sensibles à l'infection de COVID. Certains d'entre eux s'inquiètent encore d'attraper la COVID et donc ça n'empêche certains d'entre eux de sortir. Mais ce n'est pas la barrière dominante à ce point, c'est plutôt un facteur parmi beaucoup d'autres. Il y a plus de gens qui ont de la difficulté à planifier d'avance et aussi les contextes sociaux pour sortir, pour bon nombre de gens ont été dérangés. Et souvent, une invitation sociale, c'est souvent le déclencheur pour une fréquentation du domaine des arts. Et lorsqu'il n'y a pas plus de ces demandes, si on veut, tout tombe en pause, si on veut. Et donc, ce cercle virtuel d'invitation a été affecté par la COVID, mais c'est difficile de quantifier. Planification plus tardive. Je commence à me poser la question s'il nous faut
une relation, si on veut, avec l'auditoire, qui est un genre de club d'acheteurs tardifs ou à dernière minute, où nous créons des opportunités, des occasions pour que les gens puissent acheter peut-être une belle place, si on veut, à la dernière minute, parce qu'ils ne peuvent pas se prendre une décision à la dernière minute, ou d'avance plutôt. Et depuis des années, nous encourageons les gens d'acheter d'avance et je crois qu'il faut réexaminer cette idée. Évidemment, il y a plus de gens qui s'accommodent avec la programmation numérique. Un des aspects de la pandémie, les gens se sont rendus à l'aise avec le choix extraordinaire de programmation incroyable, soit à la télévision ou en ligne, les gens savent qu'ils ont maintenant des options pour rester à la maison. Il y a beaucoup de gens désormais qui n'aiment pas la programmation numérique. Et je ne parle pas de la programmation numérique en or seulement. C'est une petite partie de cette étude, mais la programmation commerciale en général, particulièrement la prolifération de drames à la télévision. Prochaine diapo. Il y a plus de gens qui travaillent à la maison, ils ne rentrent moins souvent au bureau et donc c'est peut-être un facteur, sont moins près de ces lieux culturels. C'est difficile à quantifier. J'entends par anecdote de certains groupes d'orchestre ou d'autres que les inquiétudes de sécurité pour les consommateurs sont plus en tête. Et les jeunes consommateurs, eux, par contre, ils sortent, mais ils ont l'œil sur leur budget. Et ils sortent, mais les endroits où ils vont, où ils fréquentent, c'est très intéressant. Donc, les concerts de musique pour les artistes de la pop, les ventes sont vigoureuses, quoi. Et je pense que c'est Frédéric ou Julien nous a posé une très bonne question dans le clavardage plus tôt. Je crois que ce que nous voyons, c'est un glissement, un changement dans les goûts et vers ce qui est plus populaire, familier, ce qui est une programmation plus sûre, si on veut, afin que les artistes plus populaires sont ceux qui vendent plus et les gens d'autres, on n'est pas certain si on bien apprécié le spectacle. Il y a moins d'incitatifs pour sortir. Et c'est peut-être c'est une des choses les plus difficiles, les plus malheureuses qui sont sorties de la pandémie, c'est que les changements dans les goûts et ces changements dans les goûts, si on veut, ont été accélérés pendant la COVID. Et ce qu'on voit, c'est que les amateurs ou les jeunes consommateurs sont intéressés à différentes expériences plus immersées, des expériences plus immersées, et je ne commencerai même pas à parler de la programmation immersive qui existe. Prochaine planche. Donc, en résumé, essentiellement, j'ai parlé la version au risque, l'explosion, si on veut, de divertissement commercial, divertissement commercial immersif déloge, si on veut, les autres aspects. Et ce que nous voyons maintenant, ce n'est que la pointe de l'iceberg de ce que je viens de voir que Fever a une nouvelle expérience Harry Potter qui est immersive comme expérience. C'est un nouveau paysage, si on veut. Et ce qui se passe particulièrement à Las Vegas, en termes des milliards de dollars investis par des réalisateurs commerciaux, je pense qu'il y a plus de gens qui économisent leur argent pour avoir une expérience summum, si on veut, moins souvent et sont moins intéressés à aller voir d'autres genres d'expériences dont ils sont incertains de bien apprécier. Donc, des changements importants. Donc, et maintenant, on va où? Au moins aux États-Unis, nous avons eu de l'aide financière fédérale, bon nombre d'organisations, des millions de dollars en aide. Cet argent est peut-être déjà dépensé et les organisations artistiques comprennent qu'ils doivent réduire, si on veut, leur taille ou changer leur objectif. Donc, je dois terminer, mais diversification du format est peut-être quelque chose qu'on aurait dû faire ou commencer à faire il y a longtemps. Donc, offrir plus de choix aux gens. S'ils viennent vendredi, c'est plus éducatif. Un dimanche, c'est plus familial comme format. Il faut
s'adapter aux expériences augmentées. C'est l'expérience créative pour notre secteur de l'avenir, quoi. Et il y a beaucoup de travail, recherche et développement à faire. Donc, je m'arrête ici. Je repasse la parole à Tawa pour la session foire aux questions, si on veut. Et j'ai très hâte de pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alan. Merci à Oliver et Emily, Elise et certainement Alan pour vos survols extraordinaires de la recherche des États-Unis, Canada et certainement le Royaume-Uni. Beaucoup de conversations, une conversation très active dans le clavardage. Si vous avez des questions, vous les mettez là certainement. Et je pense pour les participants de partager leur perspective. Est-ce que les auditoires retournent aux arts, si on veut, dépenses, projets, programmation et tous ces genres d'idées intéressantes dont on doit parler lorsqu'il est question des études sur l'auditoire ou le public. Et je pense que je vais lancer une question parce que vous avez souligné sur nous parler de disparités si on veut dans le résultat. Il faut considérer les pays, les cultures, la démographie et toutes ces choses. Et je vais commencer un peu sur ce point. Il y a une question ici, deux questions d'ailleurs, et tout le monde, n'importe qui peut y répondre. Alors, Richard a écrit que nous avons eu presque des salles combles pour notre orchestre, mais je ne sais pas pour les autres. Mais je sais que d'autres groupes ont eu de la difficulté. Des groupes qui ont un profil moins connu ont plus de difficultés. Nous avons un autre commentaire disons que Ottawa Chamber Orchestra avait des salles combles en novembre. Donc, ces orchestres communautaires, donc on se demande si ça nous dirige vers d'autres aspects dans le domaine qui sont donc des effets qui ne sont pas liés à la COVID. Et je trouve que c'est une question intéressante dont je voulais que les panélistes donnent leur impression. Et donc, il y a certains des résultats, si on veut, de cette recherche ne sont pas liés directement au COVID. Donc, Alan, vous pouvez commencer, Olivier, ou n'importe qui, quoi. Bon, allons-y. Je vais passer la parole à Oliver. Oliver, c'est à vous. J'étais très intéressé d'entendre ce que disait Alan au sujet de ce glissement générationnel, partiellement parce que, ou en partie parce que, avant la COVID, même avant qu'on croyait que ça existait, on a fait de la recherche qui suggérait qu'il y avait des goûts différents, très différents, entre, si on veut, les boomers et comparativement aux plus jeunes. Et on croyait ce qui se passerait au cours des 10 à 20 ans qui suivraient, qu'il y aurait une crête, si on veut, des boomers et un risque à un certain point qu'il y aurait une baisse dans l'engagement, qu'il y avait un risque, si on veut, qu'on devienne très dépendant sur un groupe qui partirait, si on veut, et on devrait se préparer la nouvelle génération de l'auditoire. Et ce que nous avons vu à travers la COVID, c'est que ça semble avoir accéléré ce changement. Donc, on n'a pas eu autant ce changement qu'on s'y attendait et on est revenu un peu vers les groupes plus jeunes avec différents goûts. Donc, qui cherchent des formats, une diversification dans les formats. Donc, tous ces genres de choses. Là où nous avons quelques peu de surprises, c'est que ces groupes sont frappés, si on veut, par la hausse du coût de la vie. Donc, on est à moitié passé à travers ce changement et on devait se forcer pour être préparé pour l'avenir. Et maintenant, on se rend compte que pour rentrer dans cet avenir, si on veut, trop rapidement, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, les auditoires pour les prochains 12 mois pourraient être vraiment et de la difficulté à sortir ou à se permettre de sortir. Donc, au Royaume-Uni, ça n'a pas changé l'engagement, si on veut, numérique. On a cru que peut-être qu'il y aurait une belle occasion de faire ce changement, mais les organisations ont dû couper leurs coûts un peu une fois que les choses ont rouvert à nouveau et peut-être
on n'a pas capturé ce moment, si on veut, mais ce sont certains des points clés initialement. Emily, Elise, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ça? J'ai beaucoup de questions et j'espère qu'on pourrait y répondre dans les prochaines minutes avant la fin de notre conversation aujourd'hui. L'une des choses dont vous parlez, Oliver, c'est l'idée du goût, surtout lorsqu'il est question des générations d'amateurs. Il y a une question ici. Dans notre marché, nous voyons clairement une tendance. Les gens recherchent de la bonne nourriture et des activités intéressantes et amusantes. Comment est-ce qu'on équilibre cette recherche d'activités amusantes? Et on parle aussi du goût. Qu'est-ce que les publics veulent voir? N'importe qui peut répondre à cette réponse, répondre à cette question. Comment est-ce qu'on équilibre tout cela? Parce que je pense qu'on doit aussi penser à la programmation. I would say that in our Moi, je vous discussion, dirais que dans nos discussions avec les organisations des arts au Royaume-Uni, on voit que ce n'est pas seulement ce genre de... J'ai aimé quelqu'un, lorsqu'on a parlé de comfort food, de choses réconfortantes, je pense que c'est très intéressant, mais il recherche des expériences spéciales. Donc, d'essayer de présenter quelque chose qui est un peu plus spécial, contrairement au genre de programmation qu'on revoit souvent. Donc, peut-être qu'il y a, ça c'est un indice, ça nous dit que les gens veulent être touchés et ils veulent penser et réfléchir, mais avec une expérience plus étoffée, ils veulent avoir le sentiment que ce qu'ils font, c'est un peu plus spécial. Ce qu'ils font avec leur argent et leur temps, c'est quelque chose d'un peu plus spécial. Ce serait ma contribution. Merci, Elise. Il y a une question pour Émilie ici. Et je vais revenir à la portion concernant la qualité des publics, surtout ce qu'on a observé pendant la COVID. Mais Émilie, la question ici dit que les pourcentages ne comptent pas pour 100 dans la planche sur l'achat et les préférences d'achat pour les billets. Est-ce que vous pouvez nous parler de ceci? Et il y a beaucoup de questions aussi concernant les acheteurs de dernière minute. Alors, peut-être que vous pouvez adresser cette question parce que je pense qu'il y a des contradictions ici. Alors, ils disent qu'ils veulent planifier à l'avance, mais peut-être que toutes ces zones grises, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre, à mieux comprendre les statistiques? Oui, et si j'ai le rapport complet devant moi, donc je vais avoir les bonnes statistiques en tête. Pour répondre à votre question concernant pourquoi les pourcentages ne sont pas jusqu'à 100 il y a deux autres réponses qu'on n'a pas incluses sur la planche et c'est qu'ils n'avaient pas acheté de billets et qu'ils n'étaient pas certains. Donc, ces pourcentages, c'est pour ça que ce n'est pas 100 parce qu'on n'a pas inclus ces deux réponses sur la planche dans la présentation. Mais pour vous parler de ceci, on peut voir qu'avant la pandémie, il y avait environ 10 des gens qui disaient qu'ils n'avaient pas acheté de billets. Et si je regarde après la pandémie ou en ce moment, il y a environ 15 qui disent qu'ils n'ont pas acheté de billets. Donc, c'est un chiffre qui est assez constant. On n'a pas vu un grand changement auprès de gens qui n'achètent pas de billets. Mais lorsqu'il est question de l'achat de billets à l'avance, c'est vrai qu'il y a eu une diminution pour ceux qui achetaient jusqu'à 6 mois à l'avance ou jusqu'à 1 mois à l'avance. Mais si on regarde les chiffres, c'est tout de même l'option préférée. Et on doit se rappeler que les données que je vous présente sont pour le Canada. Donc, si certaines organisations voient des types différents de chiffres, des chiffres différents avec leurs membres, c'est peut-être parce qu'ils sont différents. Si on regarde toutes les activités différentes, les activités extérieures, en plein air, ou peut-être versus les organisations qui ont des membres
qui ont des préférences différentes lorsqu'il est question d'acheter des billets. Merci beaucoup, Emily. Je veux aussi revenir. Il y a une question sur le contexte canadien de Frédéric. Un membre dans le PAC a trouvé que les petites compagnies on a aussi entendu que le gouvernement du Nouveau-Brunswick dit que les salles, il y a des salles qui sont vides et il n'y a rien entre les deux. Donc, ce n'est pas juste des manifestations de la COVID, de l'hésitation reliée à la COVID. Alors, est-ce que c'est des symptômes de problèmes d'algorithme, de recherche de recommandations ou de renforcement de choix populaires et on néglige les offres alternatives? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en jeu ici qu'on doit aussi prendre en considération? Et ça, ce n'est pas seulement pour Émilie, c'est pour tous nos panélistes. Alors, quelles sont les autres choses qu'on doit discuter, qu'on doit examiner pour nous aider à avoir une idée complète de ce qui se passe? Alan, vous voulez y aller? Je crois que le terme économique pour ce qu'on voit en ce moment, c'est la consolidation de la demande. Le marché est constamment vieillissant. Il y a de nouvelles générations qui entrent dans le marché qui n'ont pas d'expérience avec les arts. Ils ont moins d'expérience en moyenne, moins d'éducation sur les arts. Donc, leurs préférences sont différentes. Leurs connaissances, ils ne sont pas aussi capables que les gens plus vieux d'acheter, par exemple, des concerts d'orchestre d'après le répertoire parce qu'ils ne connaissent pas les répertoires. Donc, je crois que ce dont on parle, c'est la consolidation de la demande. Je pense que c'est intéressant que les algorithmes, ces complots d'algorithmes, je ne sais pas quoi en penser, Frédéric, mais je pense que certainement, on se fait suggérer des choses comme ce qu'on avait auparavant, mais la réponse courte, c'est que je pense que nous, en tant que secteur, nous devons trouver une façon de rebâtir l'intérêt concernant les arts plus aventureux. Nous devons dire aux gens, « Hey, nous voulons repousser les limites de vos goûts et on veut vous aider à découvrir des choses que vous ne connaissez pas peut-être ou peut-être que vous pensez que vous n'aimeriez pas ça et c'est correct. » Et de vraiment adopter et célébrer les différences de goût. Donc, je vais m'arrêter ici, mais je pense que, vous savez, on doit trouver une solution en tant que secteur, pas seulement en tant qu'organisation individuelle. Donc, Alan, pour ajouter à cela, et encore une fois, Emily, Elise et Oliver, vous pouvez répondre également. On a encore beaucoup de travail à faire. Notre secteur, est-ce qu'on est bien outillé pour ça? Quel genre de choses, quelles structures et systèmes auxquels on doit penser pour nous aider à gérer ces nouvelles réalités? Parce que d'après nos conversations et la recherche qui existe, il n'y a pas juste une réponse simple. Donc, quelles sont les ressources que ça nous prend dans notre secteur pour nous aider à traiter de tous ces enjeux? Et en plus de ça, les arts, est-ce qu'on a les outils que ça nous prend pour s'adapter aux nouvelles tendances? Je vais m'arrêter ici. Je sais que c'est une question assez large, mais j'espère qu'on pourra partager certaines informations. Je peux ajouter rapidement que je crois qu'on doit collaborer beaucoup plus que ce qu'on a fait dans le passé sur la recherche et le développement. Nous, ça nous prend du capital, de bailleurs de fonds institutionnels qui doivent également collaborer pour financer la recherche et le développement qui va nous offrir de nouveaux produits et programmes excitants pour attirer une nouvelle génération de public. Et en termes de ressources, oui, ça nous prend plus de ressources, pas seulement de l'argent, mais du soutien d'organisations de services.
pour partager. Si on continue à travailler en silo, chacun de notre bord, on ne va jamais pouvoir affronter les défis d'aujourd'hui. On ne peut pas continuer à travailler en tant qu'organisation individuelle en pensant que chacun d'entre nous, nous allons résoudre ce problème seul. Il n'y a pas assez de capital. Nous devons nous rassembler de nouvelles façons. Merci, Oliver. Oui, ça revient à ce que Alan a dit. Souvent, on parle du besoin d'avoir des changements structurels dans le secteur pour traiter de ces enjeux, et bien sûr, c'est vrai, et c'est important. Mais aussi, je crois que cette même logique de changement structurel est importante. Au Royaume-Uni, nous venons d'avoir les annonces les plus récentes du Conseil des arts. Il y a toutes sortes de choses qui pourraient être plus ou moins controversées, mais d'après moi, la chose que je n'ai pas vue, c'est on n'a pas vu la transformation des infrastructures en termes d'organisation. Vous savez, pour la collaboration numérique, est-ce qu'on a vu pendant la COVID? Les organisations essayent toutes sortes de choses, mais en bout de ligne, ils doivent abandonner parce qu'ils n'ont pas la capacité pour se spécialiser ou ils n'ont pas le contenu et la plateforme et les techniques, les spécialités techniques, tout intégré. Et ça ne va pas arriver organiquement. Il faut que ce soit délibéré. Il faut qu'on apporte ces changements. Et ça, c'est très difficile parce que d'un point de vue structurel, on a beaucoup de petites organisations dans des endroits différents pour des publics locaux. Et une fois qu'on a ça, si on commence, si c'est notre point de départ, c'est difficile de progresser. Donc, ça, c'est un défi. Il y avait une chose que je voulais ajouter sur la question des achats à la dernière minute. On a examiné des données en termes de musique orchestrale au Royaume-Uni. Est-ce qu'on a vu? C'est oui, bien sûr. Les gens achètent plus tard, mais moins de gens réservent la journée même. Donc les achats spontanés à la dernière minute augmentent un petit peu. Donc, c'est intéressant. Ça complique la chose un petit peu, mais merci, Oliver. Et Emily et Lisa, si vous pourriez répondre à la question. Il nous reste 3 minutes. Et c'est la chose avec cette conversation. Dans 1 heure, on ne peut pas aller très, très loin. Mais Emily, Elise, pouvez-vous répondre à la question concernant de quelle façon est-ce que notre secteur peut traiter de cette tendance? Quelles sont les choses que ça nous prend pour prendre toutes ces idées et trouver une solution? Je vais vous donner une réponse de chercheuse. On doit continuer à écouter nos publics et collaborer, mais on doit continuer à faire le bon travail qu'on fait avec ces sondages qu'on fait dans tous les pays différents. Et oui, il faut continuer d'être à l'écoute du public en premier lieu, s'assurer qu'on puisse les rejoindre. Merci, Emily. Oui, je crois que ce sera aussi intéressant pour les organisations de pouvoir comparer leur base de données de clients pour voir où il y a une différence entre, disons, la population générale d'amateurs de culture et vos propres publics qui pourraient avoir des âges différents, des opinions différentes, donc afin qu'on puisse mieux comprendre les différences entre, alors pourquoi vos clients se comportent d'une certaine façon et ce n'est pas ce qu'on voit avec les amateurs de culture et d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a cette différence, d'où est-ce qu'elle provient, donc d'avoir une meilleure compréhension de nos clients et aussi les amateurs de culture en général pour voir les différences qui pourraient nous aider à voir où il y a des différences
et quels sont les changements qu'on doit porter pour attirer plus de gens vers votre organisation et pas seulement se concentrer sur ce que vos clients pensent, mais ce que les gens en général pensent afin d'en attirer plus vers vos organisations. Merci beaucoup. Maintenant, ça fait déjà 1 heure. Depuis la dernière heure, on a considéré les arts de la performance au Canada. Et ce qu'on a fait, c'est un survol de recherche du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Et je veux noter qu'il y a beaucoup de questions dans le chat sur les bases de données et beaucoup de questions. Donc, je pense que les organisateurs vont tout mettre ça ensemble. Vous partagez les vidéos à tout le monde, avec tout le monde. Merci beaucoup, Alan, Oliver, Emily, Elise. Et merci beaucoup, Catherine. Je vais passer la parole à David. Merci à tout le monde d'être présent ici aujourd'hui. Et je passe la parole à David. Bon, merci beaucoup tout le monde. C'était excellent. Merci à tout le monde qui se sont joints à nous aujourd'hui. Très informatif et j'espère que vous avez trouvé ça informatif aussi. Nous allons partager l'enregistrement en anglais et français sur le site web bientôt. Les diaporamas seront disponibles en anglais et en français. Je voudrais remercier Taiwo, notre modérateur, ainsi que nos conférenciers, Émilie Bossard, Élise Boileau, Olivier et Alan Brown. Et je voulais remercier les interprètes francophones, Marek et Christiane Martel, les interprètes ASL, Danica et Jenny Kwan, ainsi que nos interprètes LSQ, Hélène Brisebois et donc, nous avons partagé un lien vers le sondage. Si vous pourrez, s'il vous plaît, le remplir. Passez une excellente journée, s'il vous plaît.